ce que vous n'entendrez pas ailleurs. Le moment littéraire, culturel, économique, philosophique, intellectuel. Avec Stéphane, sur RLP. Nicolas Gaillardeau, aujourd'hui sur RLP, Warning Trading. Warning Trading, premier site français, je pense, de lutte contre les arnaques sur Internet. Nicolas, bonjour, merci d'être venu nous voir. Merci Stéphane, ravi également. Super. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter, dire quel est votre parcours, parce que je crois que Warning Trading est un site avec une certaine audience, vous avez, je me semble, une carte de presse, vous avez une ancienneté dans le secteur, et expliquez-nous un petit peu qui vous êtes et qu'est Warning Trading. Oui, bien sûr. Écoutez, moi je suis journaliste. J'ai créé maintenant, il y a une dizaine d'années, un site internet qui s'appelle Warning Trading. Au départ, c'était un blog. Suite, en fait, à une mésaventure, j'ai été également victime d'une escroquerie aux faux investissements. Et à l'issue de cette mésaventure, j'en ai fait mon métier dans le cadre d'une passion aujourd'hui, mais surtout d'un engagement à essayer de sensibiliser le grand public sur les risques liés aux escroqueries financières. Et donc depuis maintenant 10 ans, j'informe, je sensibilise le grand public sur toute une série d'escroqueries qui arrivent au fur et à mesure de ce que l'on trouve sur Internet. Alors, pour savoir, vous avez quelle formation initiale ? J'ai une formation dans le domaine du commerce, donc j'ai fait surtout du commerce, donc j'ai pas eu de formation au départ dans le domaine du journalisme, je l'ai appris sur le terrain. Vous avez dû vous former en droit ? Oui. Et vous avez dû vous former quelque part au métier de détective ? Alors, oui, mais encore une fois, ça s'est fait vraiment sur le terrain. Je me présente souvent comme un journaliste de terrain parce que c'est vrai que au démarrage de cette activité, j'avais eu l'idée initialement, dans le cadre de ce blog, de proposer des services de récupération de fonds. Et donc, comme ces différents courtiers ou brokers en ligne qui escroquaient de nombreuses victimes étaient basés à l'étranger, en Chypre, en Israël, etc., j'avais eu l'idée donc de proposer ces fameux services d'aide à la récupération de fonds en allant directement menacer ces sociétés d'escroquerie sur le terrain. Et d'ailleurs, en l'espace de 7 ou 8 ans, j'ai pu récupérer pas loin de 10 millions d'euros à des victimes. Et donc, de fil en aiguille de ce site qui servait à récupérer ces fonds, j'en ai fait un site de presse et je me suis rapproché de professionnels journalistes également qui m'accompagnent aujourd'hui dans l'information inédite d'articles que l'on rédige, que l'on publie sur Warning Trading. D'accord, parce qu'il me semble qu'au départ, c'était pas l'époque où il y avait un imbroglio sur les emprunts qui était calculé sur 360 jours ou 365 et on proposait des prestations pour que les gens puissent récupérer des surplus d'emprunts, en fait, des mauvais calculs qui avaient été faits. C'était pas cette époque-là ? Alors, oui, c'était cette époque-là, mais c'était pas, on n'était pas dans ce domaine-là. D'accord. On n'était pas dans le domaine du PEC, du fameux crédit avec les taux d'intérêt. On était vraiment dans le domaine de l'escroquerie aux faux investissements. Et tant et si bien que il y avait un réel manque d'informations justement sur ce sujet et il y avait réellement besoin d'une information professionnelle qui pouvait mettre en avant ces fameux jeux de dupes sur Internet où il était possible de gagner beaucoup d'argent en tradant sur les marchés financiers. Et donc beaucoup de gens ont cru à cette ruée vers l'or, mais en fait ils se sont retrouvés, comme je l'ai été à l'époque, victimes d'escroquerie. Et d'ailleurs, l'autorité des marchés financiers, l'AMF, avait fait une étude à ce sujet en 2016, où elle expliquait dans son étude que 90% des investisseurs particuliers perdaient 90% de leur capital en 90 jours. Donc, ce qui laissait démontrer qu'en réalité, on ne gagnait pas d'argent, mais qu'au contraire, on était manipulé, trompé pour investir encore et encore pour au final tout perdre. Oui, mais c'est un sentiment qu'on a lorsqu'on est petit ou débutant, c'est-à-dire que trading, le forex, on avait passé beaucoup de choses sur le forex, en fait, sont des miroirs aux alouettes et cet état de fait, en fait, a fait que beaucoup de gens se sont dit que c'était de l'arnaque, en fait, de manière générale. Il ne faut pas globaliser de tout. Tous les placements financiers sur Internet ne sont pas tous de l'arnaque. Alors, non, tous ne sont pas de l'arnaque. Cependant, vous avez ce fameux biais cognitif que connaissent bien ces courtiers et ces brokers pour manipuler de manière extrêmement intelligente des investisseurs qui s'imaginent être de véritables traders,
de véritables investisseurs, mais qu'en fin de compte, ils n'ont pas suffisamment d'expérience et donc perdent l'intégralité de leur capital. J'ajoute, si vous le voulez bien, Stéphane, c'est que ces courtiers et ces brokers, on parle de ça à l'époque, et ça l'est encore maintenant, leur modèle économique est basé sur la perte de leurs clients. Si vous voyez ce que je veux dire. Pour qu'un broker ou un courtier fasse du chiffre d'affaires, il faut que ses clients perdent, vu que leur modèle économique est basé sur la perte de leurs clients. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque des investisseurs perdent de l'argent sur des sites de courtiers, de trading, brokers, l'argent ne va pas sur les marchés, l'argent va dans les poches des courtiers et des traders. Donc, dans le lot, vous avez des courtiers qui sont ce que l'on va dire corrects, qui ne vont pas démarcher, qui ne vont pas manipuler leurs clients, mais vous avez tout un pan de courtiers et brokers qui sont pour la plupart basés dans des pays où les radars, où les autorités de régulation sont assez légères et vont pour le coup mettre en place des stratagèmes pour manipuler au téléphone, par email, des investisseurs en leur faisant perdre l'intégralité de leurs économies, encore une fois. Alors on va expliquer pour que je puisse bien comprendre. Imaginons, j'ai 1000 euros, je vais sur un site de Forex et j'achète 1000 euros d'actions Apple. Imaginons, ces actions baissent et je perds de l'argent. Où est l'intérêt du broker? Non, mais là on parle d'un marché action. D'accord. Quand vous achetez une action, vous êtes propriétaire de l'action. Vous avez la possibilité de voter en assemblée générale et vous avez la possibilité de recevoir des dividendes. Voilà, j'achète une partie de la société et l'intermédiaire, le broker, en fait, prend une commission, mais c'est un intermédiaire. C'est lui qui... D'accord. Dans le cadre d'achat d'actions, c'est le cas. D'accord. En revanche, vous avez ce que l'on appelle des produits dérivés, qui sont des CFD, qui eux sont totalement différents. C'est-à-dire que lorsque déjà, ils ont des effets de levier extrêmement importants, contrairement à l'achat d'une action. C'est des effets de levier de 200, 500, 1000. Et puis surtout, vous n'êtes pas propriétaire d'une action, vous n'êtes pas propriétaire, vous ne pouvez pas toucher des dividendes, vous n'êtes propriétaire uniquement sur la différence. Et ce produit dérivé est monté par le broker. Alors, il peut être manipulé effectivement par le courtier. Donc le courtier va monter un produit dérivé, vous allez mettre de l'argent dans ce produit dérivé, effectivement, si ce produit dérivé perd de la valeur, l'argent que vous avez mis est toujours chez le broker, donc effectivement, il encaisse la différence, c'est ça? C'est ça. Et cette différence n'est pas sur les marchés financiers. Cette différence reste chez lui. dans la poche du broker. Elle est restée chez lui. Parce que c'est lui qui crée... D'accord. C'est lui qui crée le marché. Ce qu'on appelle un market maker pour parler. D'accord. Mais là, encore une fois, on est vraiment dans une frange ce que l'on appelle d'un jeu de dupes où les gens continuent à penser qu'ils ont la possibilité de gagner de l'argent. Mais au travers de cela, et on y reviendra par la suite, vous avez toute une série d'escrocs, pour le coup, qui contactent des victimes pour leur proposer de faux services de gestion, par exemple dans les parkings, dans le photovoltaïque, dans le diamant, dans le whisky, dans les vaches laitières, etc. Et ces investisseurs potentiels pensent avoir affaire à un véritable courtier, donc un véritable gestionnaire, mais en réalité, elles ont affaire à un escroc qui va tout simplement leur prendre l'argent. Cet argent ne sera pas investi sur les marchés, ne sera pas investi dans ces fameux photovoltaïques, parkings, etc. Mais au contraire, va rester dans la poche de ces escrocs. D'accord. Là, on est vraiment dans l'escroquerie pure, oui, bien sûr. Oui. Dans l'escroquerie pure, mais qui représente, c'est extrêmement impressionnant, ça représente des milliards d'euros. Des milliards d'euros. La dernière étude qui avait été faite à l'époque, en 2016, représentait à peu près 4 ou 5 milliards d'euros. Aujourd'hui, on est en 2024. Donc vous imaginez, et ça continue avec Internet, avec toute en la France, technologie d'aujourd'hui. Mondialement, en francophonie, en Occident, 4 milliards d'euros. Je vous parle uniquement en France. D'accord. Ok, très bien. Oui, quand je parle de 15 milliards, très bien. C'est uniquement en France. Donc le meilleur exemple pour les gens, c'est un intermédiaire qui va dire je suis courtier en assurance, par exemple, je peux avoir des prix, parce que j'ai des prix de gros en assurance, vous prenez l'assurance auprès de lui, mais en fait, lui ne paiera jamais l'assurance, et le jour où vous avez un problème grave, vous vous en rendez compte, en fait. C'est ça, en fait. Alors ça, là, on n'est pas dans une escroquerie à l'investissement. Là, on est dans une escroquerie à l'assurance. Ça arrive, on l'a déjà vu, il y a même des films à la télé, ou au cinéma, où justement, vous avez le héros qui pensait avoir pris une assurance en cas de dégâts et se retrouvait avec son leasing complètement brûlé. Et puis, en fin de compte, son conseiller en assurance avait pris l'assurance à sa poche. Là, pour le coup, on parle d'investissement financier. C'est-à-dire que vous allez sur Internet, vous allez tomber sur une publicité. Généralement, c'est souvent une publicité avec un acteur connu, une personne de la télévision connue. Exemple, Élise Lucet,
dernièrement, qui prétend, dans un faux article, qu'elle peut gagner beaucoup d'argent sur Internet en investissant 250 €. Et donc, les gens, de manière incrédule, vont remplir un formulaire. Et c'est à l'issue de ce formulaire, une fois qu'ils l'ont rempli, qu'ils vont être totalement hameçonnés. Ils vont être contactés par un individu au téléphone qui va se présenter sous le nom d'une société qui l'aura usurpée, compagnie, ou d'un nom usurpé, et en se faisant passer pour cette fameuse compagnie et en proposant tout un tas d'investissements avec des taux d'intérêt alléchants, sans risque de perte en capital. Et donc, ça commence par une première mise de 250 €, 300 € pour être mise en confiance. Cette somme fait quelques petits résultats positifs. La victime reçoit de l'argent de la part de l'escroc pour continuer cette fameuse mise en confiance. Et puis c'est là où l'escroc lui dit que maintenant vous pouvez faire beaucoup plus, mais il faut mettre beaucoup plus d'argent. Et la victime ayant été totalement mise en confiance par l'escroc, et bien évidemment, ce sera trop tard, elle aura perdu son argent parce qu'il l'aura pris et mis dans sa poche. D'accord. Je vois très très bien. Le principe. D'autant plus qu'il me semble qu'il y a une évolution au fur et à mesure du temps. Il y a les thèmes de mode, je suppose. À une époque, comme on l'a dit, c'était les crédits qu'on allait essayer de récupérer auprès des banques. Après, il y a eu l'époque des diamants. Après, il y a eu l'époque des forex. Oui, l'arnaque au diamant. L'arnaque au diamant, j'ai vu passer. Le forex. Voilà. Actuellement, on est sur... quelle est la tendance au jour d'aujourd'hui? Quelles sont les grandes arnaques qu'on trouve actuellement sur Internet? Alors, la tendance, c'est clairement la crypto-monnaie. D'accord. C'est aujourd'hui 85-90% des escroqueries sont liées aux crypto-monnaies. Je ne suis pas en train de dire que les crypto-monnaies sont des escroqueries pures. Je dis juste que les escrocs utilisent la crypto-monnaie comme véhicule pour manipuler, tromper leurs victimes. Ce qui est impressionnant, Stéphane, et moi je l'ai constaté, c'est à quel point les arnaqueurs se sont vraiment professionnalisés. Ils se sont organisés, si vous voulez. En fait, vous avez certains qui sont spécialisés dans le recrutement de clients, donc trouver des victimes. Vous avez certains qui sont spécialisés dans la publication d'articles, trompeurs, faux articles, comme pour Élise Lucet, etc. Vous en avez d'autres qui sont spécialisés dans la création de sites web, et puis vous en avez d'autres qui sont spécialisés dans l'ouverture de comptes bancaires, parce qu'il faut forcément des comptes bancaires pour pouvoir tromper leurs victimes, pour que les victimes puissent verser de l'argent sur les comptes bancaires. Mais avec les crypto-monnaies, il suffit de manipuler sa victime, encore une fois, en ayant accès à son ordinateur via AnyDesk, par exemple, qui est souvent utilisé. Avec AnyDesk, vous avez la possibilité de visualiser l'écran, c'est ce qu'on appelle du partage d'écran. Vous avez la possibilité de visualiser l'écran de votre interlocuteur. C'est un peu comme TeamViewer, en fait. Un peu comme TeamViewer, absolument. Mais TeamViewer, c'est un peu plus compliqué, donc c'est pour ça que les escrocs utilisent AnyDesk. Et en utilisant AnyDesk, ils vont, avec la victime, ouvrir un compte auprès d'une plateforme exchange, par exemple Crypto.com, Binance, et faire verser l'argent à la victime via son compte personnel sur le compte Crypto.com, transférer cet argent en crypto-monnaie, et ensuite envoyer l'argent sur des wallets, sur des portefeuilles virtuels. Et pour le coup, les victimes ne voient plus l'argent est passé sous le nez et c'est terminé. Donc ça, c'est l'une des dernières escroqueries, les drogues les plus utilisées. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont dire, je prends la main sur votre ordinateur, je vous montre comment il faut faire, et puis c'est comme s'ils venaient et qu'ils allaient sur l'interface de e-banking de l'utilisateur, puis qu'ils se faisaient un virement vers eux, en fait. C'est-à-dire qu'ils font le transfert des crypto-monnaies vers leur wallet à eux. Absolument, Stéphane. Ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, il y a encore 3 ans de cela, les escrocs demandaient à leurs victimes de verser de l'argent sur des comptes bancaires basés en Espagne, au Portugal, en Hongrie, en Allemagne, etc. Et donc, les banques laissaient faire. Les banques bénéficiaires, les banques des victimes, laissaient faire ces virements. Et puis il y a eu si je puis dire, les banques ont resserré la vis en matière de sécurité parce qu'elles se sont retrouvées devant les tribunaux. Je parle des banques bénéficiaires. Elles se sont retrouvées devant les tribunaux dans le cadre de leurs obligations prudentielles en matière de vigilance et de surveillance. Elles auraient dû vérifier si leurs clients n'étaient pas en train de se faire escroquer en versant de l'argent dans des banques étrangères. Et pour certaines, elles ne l'ont pas fait. Et donc, beaucoup de leurs clients se sont retournés contre elles et beaucoup de jugements ont été dans le sens des victimes. Elles ont été remboursées pour toutes et parties des sommes qu'elles avaient versées. Donc maintenant, les banques sont beaucoup plus frileuses et vont jusqu'à interdire, voire refuser de verser de l'argent dans des banques étrangères. Ce qui nous pose des problèmes d'ailleurs. Des charges de responsabilité. Oui, bien sûr. Ce qui pose aussi quelques problèmes. Exactement. Tout à fait. Et donc, du coup, les escrocs ont toujours un temps d'avance et face aux obstacles, trouvent d'autres solutions. Et les autres solutions, c'est effectivement la crypto-monnaie et ces fameuses plateformes exchange comme Crypto.com, Binance, qui, eux, ont une exigence en matière de vérification beaucoup plus souple. Et c'est comme ça que les escrocs continuent à vider l'épargne de leurs victimes. En fait, le principe est toujours le même, c'est abuser de l'ignorance de la victime, quelque part. Oui.
Oui, souvent ce sont d'ailleurs des victimes qui sont dans un parti pris de se dire que les banques les trompent, que les banques investissent leur argent derrière eux, contre eux, et ne leur donnent qu'une petite miette. Et donc, ce sont souvent des victimes qui ont un sentiment négatif vis-à-vis de leur propre banque. Et donc, les escrocs le savent, et ils en profitent, ils en jouent, et ils manipulent leurs clients de cette manière-là, en leur disant, nous, on va vous offrir du 8, du 10% par mois, parce que votre banque vous ment. Votre banque, elle fait du 8 et du 10%, mais elle ne vous donne que du 1% ou du 0,2%. Moi, je suppose que l'argument donc, commercial... on a souvent affaire, effectivement, à des victimes un peu incrédules. Oui, puis qui ne connaissent pas, parce qu'il y a de très bonnes choses dans la crypto, mais effectivement, quand vous ne connaissez pas ce que vous faites, il est facile de laisser la main à quelqu'un qui va le faire à votre perdre son intérêt. Que ce soit de la crypto ou autre chose, hein, on l'a vu dans les diamants, on l'a vu dans plein de choses. C'est vous donner la main, vous laissez quelqu'un faire à votre place quelque chose que vous maîtrisez mal, et effectivement, vous vous faites avoir. Vous avez raison, Stéphane. La confiance, c'est un élément extrêmement important. Sans la confiance, par exemple, nous ne discuterions pas ensemble. Beaucoup de constructions telles que les pyramides, la Tour Eiffel ne seraient pas construites. Enfin, la confiance, c'est l'outil même de la relation humaine. On est obligé, si on veut constituer un groupe, si on veut partager des compétences pour un projet commun, on est obligé d'avoir une partie de confiance entre soi. C'est obligatoire. Exactement. Et donc, du coup, les escrocs le savent. Et donc, ils essayent de mettre en confiance avec la victime. Alors, ça va même jusqu'au tutoiement. Ils connaissent même l'emploi du temps de leur victime. Ce sont les techniques de manipulation. Après, moi, ce qui m'intéresse beaucoup chez vous, dans votre profil, c'est que vous n'êtes pas uniquement un lanceur d'alerte, vous n'êtes pas uniquement quelqu'un qui va expliquer aux gens, qui va faire attention. Vous allez parfois jusqu'à intervenir, vous allez enquêter, vous allez éventuellement aller à l'étranger, vous allez aider certaines victimes à retrouver des sommes parfois même à 6 chiffres, voire 7. Je vous ai vu passer sur 1 ou 2 reportages de télévision, vous êtes passé sur M6, sur France 2, vous avez fait après le tour du spectre de l'audiovisuel. C'était assez remarquable d'ailleurs, donc vous êtes en même temps quelque part détective. Là, racontez-nous, donnez-nous un exemple là, de ce que vous avez fait dernièrement pour aller aider des personnes crédules qui malheureusement se sont fait avoir. Alors, je vais être très sincère avec vous. L'époque où j'allais sur le terrain pour récupérer des fonds, c'est une époque qui, pour moi, est terminée depuis déjà quelques temps, parce que maintenant, c'est devenu extrêmement compliqué. C'est devenu compliqué dans la mesure où on a affaire à une véritable organisation criminelle aujourd'hui. C'est totalement professionnalisé. Et vous avez eu des répercussions, je crois. Il y a un prix à payer. Vous avez eu des réperctions sur votre vie privée, il me semble aussi. Ouais. Ah oui, bien sûr. J'ai fait l'objet de tentatives, j'ai fait l'objet d'usurpation de mon identité, on pourrait y revenir, j'ai fait l'objet de menaces, j'ai même été suivi, j'ai mes enfants, ma plus jeune qui était sécurisée par la police, j'ai effectivement eu le droit un petit peu à tout, mais j'ai toujours eu le sentiment de faire quelque chose d'utilité publique, et je n'ai jamais eu, si je puis dire, peur sur le moment. C'est souvent sur le recul qu'on a peur. Surtout qu'aujourd'hui, maintenant, ces organisations sont beaucoup plus dangereuses. Vous en prenez au crime organisé. Il y a tellement d'argent, Stéphane. Bien sûr, je comprends tout à fait. Il y a tellement d'argent, tellement d'argent en jeu qu'on n'a plus affaire à des enfants de cœur. On a affaire à des gens qui côtoient la mafia, qui côtoient les milieux troubles, les hommes en noir. On n'en est pas encore dans la mafia pure liée à la drogue, etc. Mais c'est assez poreux. Et donc, aujourd'hui, il faut plutôt faire attention. Donc, c'est pour ça que moi, je suis plutôt concentré dans l'information, dans la sensibilisation, essayer d'avertir les victimes. C'est souvent, malheureusement, trop tard parce que les victimes s'en rendent compte quand c'est déjà fait. Donc, Warning Trading, c'est un site qui propose des actualités, qui propose des articles et des avertissements pour les utilisateurs, c'est ça ? C'est ça. En fait, comme je disais à la base, il s'agissait d'un simple blog destiné à promouvoir en fait de l'aide à la récupération de fonds. Et c'est devenu un véritable site de presse professionnel, spécialisé, enregistré auprès du ministère de la Culture, avec un numéro, ce qu'on appelle un numéro SPEL, un numéro CPPAP, ce qui nous permet d'avoir des journalistes professionnels qui rédigent, qui publient des articles. Plusieurs par jour, il faut le dire. Oui. Warning Trading, c'est plusieurs articles par jour. Oui. Et à cela, on propose également des offres juridiques de la part de partenaires qui pourraient éventuellement apporter un soutien, notamment dans la crypto, pour tout ce qui tourne autour du traçage de crypto-monnaies, parce que l'avantage des crypto-monnaies quand même, c'est que c'est traçable, c'est qu'on peut savoir jusqu'où sont allées les crypto-monnaies. Certaines. Donc c'est des services annexes de nos partenaires. Ouais, certaines. C'est une question que j'allais vous poser d'ailleurs. Quel est votre modèle commercial sur Warning Trading ? Parce que vous ne pouvez pas vivre
vivre uniquement de publication d'articles. Il faut bien forcément que vous ayez une façon de travailler. Complètement. On est un site qui génère aujourd'hui à peu près 2000 visiteurs par jour. On n'est pas loin des 80-90 000 visiteurs par mois. Et notre modèle économique est essentiellement basé sur la publicité. Donc, on a des annonceurs qui payent de la publicité sur notre site. Et bon, il faut le dire, hein, la presse c'est une grande maison, mais une maison assez pauvre. En tout cas, en ce qui concerne notre société de presse, il ne faut pas croire qu'on gagne des millions. Encore une fois, on est vraiment très engagé. Et quand on est dans ce genre de domaine, on est surtout passionné et engagé. Avant d'en vivre pendant moi de nombreuses années, quand j'ai remis en place, redéveloppé Warning Trading, je n'ai jamais pu me verser un salaire, donc c'est surtout un engagement, une passion. Et donc forcément dans votre activité, vous avez des contacts avec la police ou les services, c'est obligatoire? Oui, bien sûr. On a mis en place un outil qui permet de mettre en relation les victimes entre elles. Et donc elles remplissent un formulaire et dans ce formulaire, elles mentionnent le lieu où elles ont déposé plainte. Et donc, on reçoit de nombreux fonctionnaires de police, enquêteurs ou gendarmerie, qui nous contactent afin de nous demander, en nous disant, voilà, j'enquête sur telle entité, sur telle escroquerie, et avez-vous des victimes qui vous ont contacté? Et donc, on leur envoie la liste des victimes et les villes dans lesquelles elles ont déposé plainte, ce qui leur permet en fait de regrouper les victimes et de pouvoir ensuite déposer l'information auprès du procureur de la République et éventuellement engager une procédure rogatoire d'enquête et essayer de faire monter toutes ces informations auprès d'un juge. Alors, comment se fait-il que maintenant que vous avez acquis, au bout de 10-15 ans, je pense, une véritable connaissance du marché du business sur Internet et que vous avez une telle expertise en lutte contre les arnaques, pourquoi est-ce que vous n'avez pas vous-même lancé des produits certifiés par votre expérience et qui se comportent comme il le faut, avec une sorte de label? En fait. C'est une très bonne question, Stéphane. D'abord, on est un site de presse, on est journaliste, donc on ne peut pas... pour des raisons déontologiques, pour des raisons même de conflit d'intérêts. On peut pas d'un côté montrer du doigt une entité illégale ou malhonnête et en même temps dire coucou, on va vous proposer nous ce service-là. Donc on devient juge et partie et donc on a fait le choix d'avoir uniquement un rôle d'alerte, d'informateur et d'en rester là. Oui, mais parfois vous avez aussi une antériorité, vous alliez aider les gens aussi, vous n'étiez pas là que pour dénoncer, vous aviez aussi une position d'acteur à une époque. Oui, bien sûr. Et encore une fois, ce type d'escroquerie évolue, ça devient de plus en plus compliqué de remonter jusqu'au véritable donneur d'ordre. Ils utilisent des VPN, ils utilisent de fausses identités, ils sont pas en France pour la plupart, au-delà de leur dangerosité. Donc ça devient de plus en plus compliqué. Et c'est pour ça que aujourd'hui, les victimes, si j'avais un conseil à donner, d'abord, ne pas se précipiter avant d'investir dans quoi que ce soit. Prendre toujours le temps de la réflexion. Jamais sous l'émotion. Toujours le temps. Exactement. Souvent, les escrocs vont vous inciter, vont vous pousser à investir le plus rapidement possible, soit parce que il y a pas le choix, parce que après ça sera fermé, parce que après ce sera plus possible. Et donc il faut surtout, là, le premier conseil, ne pas investir à la hâte. L'autre conseil, c'est de s'informer. C'est de croiser les informations sur Internet, parce que tout n'est pas vrai sur Internet. Attention, il y a beaucoup de choses fausses. Donc, il faut croiser les informations et ne pas s'arrêter sur des sites qui n'ont pas de mention légale, qui n'ont pas d'informations dans lesquelles vous pourriez vous repérer, pouvoir vous informer sur le propriétaire de ce site Internet. Donc, ça, je dirais, c'est le deuxième conseil. Et puis surtout, oui, j'ai envie de dire, le troisième conseil, c'est de ne pas imaginer qu'on peut gagner beaucoup d'argent comme ça, en un clin d'œil. Ça, c'est un vœu pieux. D'accord. Alors, Warning Trading, Warning, c'est un anglicisme, hein, W-A-R-N-I-N-G, -6 trading, T-R-A-D-I-N-G, trading.com. Bon, effectivement, premier site d'information sur les arnaques sur Internet. C'était Nicolas Gaillardeau. Écoutez, merci beaucoup de vos explications et d'être venu nous dire tout ceci. Merci beaucoup à vous. Merci Stéphane. RLP. Radio libre en Périgord.